Cette vidéo porte sur la pression de service et la pression d'éclatement. Imaginons qu'on a un réservoir d'air ici comme ça, dans lequel on pompe de l'air. Vous reconnaissez sûrement la pompe qui vient du site fet.colorado.edu. Mettons qu'on pompe de l'air. Imaginons que l'air qu'on pompe comprend quatre unités de pression, si on veut. Donc, on pompe de l'air avec nos 4 unités, mais on continue à pomper de l'air dedans. Le réservoir va nécessairement se dilater un petit peu, même si on ne le voit pas à l'œil nu, il y a une pression que les molécules exercent sur les parois du réservoir. Donc, il y a une pression qui va s'exercer, mais si on enlève la pression, puis on retourne, mettons qu'on retourne à nos 4 initiales, si quand on retourne à nos 4 initiales, le réservoir ne prend pas sa forme initiale, ça veut dire que la pression qu'on a utilisée dans le réservoir était plus grande que la pression qu'on appelle le travail. Donc, c'est pas souhaitable parce que même quand la pression n'est plus là, le réservoir a subi une déformation qui peut créer de la fatigue ou de la rupture à long terme. Donc, c'est pas souhaitable. Quand on veut utiliser un réservoir ou une tuyauterie à la bonne pression, ben, il faut que quand on revient à la pression qui est à la forme initiale, comme ça ici, sans créer de dommages. Si, en plus, on continue à pomper de l'air dans le réservoir, puis le réservoir, il gonfle jusqu'à éclater. Ça, on appelle ça, évidemment, la pression d'éclatement. Ça, c'est encore plus dommageable que la pression de travail, que la pression si on excède la pression de travail. Donc, vous comprendrez que c'est important de définir c'est quoi les pressions de travail, puis choisir le réservoir ou la tuyauterie en conséquence. Comment qu'on le trouve? Vous vous rappelez sûrement de votre diagramme de déformation contrainte. Vous savez que quand on donne un stress à un matériel, on peut atteindre la limite élastique. Puis la limite élastique, ça, c'est la limite dans laquelle que si on donne si l'effort qu'on met ou la contrainte qu'on met sur un matériau est plus petite que la limite élastique, bien, le matériau va revenir de façon élastique à son point d'origine. Donc, ce n'est pas un addon que les couleurs soient bleues, c'est que si on est dans cette zone-là, c'est ce qu'on souhaite. Donc, on met une tension ou une pression, une contrainte sur les parois, on enlève la pression puis on vient à la même place. Ça, c'est la limite élastique. Par contre, si on continue au-delà de la limite élastique, on continue à mettre du stress sur la paroi, mais là, la courbe, on tombe dans la limite, dans la partie qui est plastique. Puis si on atteint ce point-là, qui est la limite ultime, ça, c'est là que le réservoir va éclater. Donc, si on met trop de pression, on s'en vient ici. Si on arrêtait à cette partie-là, par exemple, on n'aurait pas éclaté, mais on serait dans une déformation permanente. Donc, on serait dans la pression, on serait dans cette situation-là ici. Donc, ce qu'on veut, il faut travailler, il faut que s'assurer que la pression ou le stress qui est sur les parois reste dans la zone bleue ici. Donc, si on veut être capable de quantifier c'est quoi les pressions d'éclatement ou les pressions de service, bien, la formule est simple. Pour la pression d'éclatement, en fait, les deux pressions sont les deux formules, c'est les mêmes, c'est juste la valeur du ST et du SY qui change, qui se trouve être la valeur de ces points-là ici. Donc, la pression d'éclatement, c'est 2 fois le ST. Le ST, ça, c'est parce que la limite ultime en anglais, c'est tensile strength. Donc, le S pour strength, puis le T, c'est pour tensile. Fait que c'est la limite ultime fois l'épaisseur de la paroi du tube divisé par le diamètre. Donc, 2 fois la limite ultime fois l'épaisseur de la paroi ici, divisé par le diamètre extérieur. Ça, c'est la pression d'éclatement. C'est aussi appelé burst pressure en anglais, le burst. La pression de travail ou la pression de service, c'est la même chose, sauf qu'on remplace la limite ultime par la limite élastique. Le strength, le SY, c'est le strength, puis yield, c'est l'expression anglaise de limite élastique. Le yield strength, ben, c'est le SY ici. Donc, 2 fois SY fois l'épaisseur de la paroi divisé par le diamètre extérieur donne la pression de travail. Ça, ce sont les formules théoriques. Mais en pratique, il faut souvent ajouter un facteur de sécurité, le S ici. Le S, c'est le facteur de sécurité. Souvent, on ne travaille pas avec la pression d'éclatement. Ce qu'on cherche, c'est vraiment aller dans la pression de travail. C'est que si on ne dépasse pas la pression de travail, on ne dépasse assurément pas la pression d'éclatement. Le facteur de sécurité est toujours plus petit qu'un. Par exemple, si avec la formule ici, on a trouvé que la pression de service était de 1000 PSI manométrique. Et disons qu'on a un facteur de sécurité de 0,8. Ça veut dire que la pression de service finale va être de 800 PSI manométrique.
Puis la valeur du facteur de sécurité va dépendre de plusieurs choses. Ça peut dépendre, par exemple, si le tube, c'est un tube soudé ou qui est extrudé, ça va avoir un impact sur la résistance du tube. Par exemple, si un acier a une limite élastique de, par exemple, 40 000 PSI, ben, ils vont peut-être dire, ben là, vu que le tube est soudé et non extrudé, ben, on va mettre un facteur de 0,8, par exemple, pour compenser pour la faiblesse de la soudure. Un autre facteur pourrait être le liquide ou le gaz qui passe dedans. Si c'est un gaz qui est très, très chaud, ça peut influencer sur la mécanique du tuyau. Donc, il peut y avoir un facteur de sécurité associé à ça aussi. Donc, la soudure, la température, il y a aussi les normes. Ça se peut qu'une entreprise ou un design dit, ben là, nous, on va être très sécuritaire, puis on va ajouter un facteur de sécurité par là-dessus. Donc, ça, c'est des exemples de considérations qui peuvent amener un facteur de sécurité. On voit aussi que la pression de travail est aussi déterminée par l'épaisseur de la paroi puis le diamètre du tube. Le tube étant un fruit de procédé de fabrication, ben, il va avoir ses tolérances de fabrication aussi, ses tolérances dans les normes aussi. Donc, le diamètre extérieur ne sera pas nécessairement nominal. Il peut avoir un plus ou moins, exemple, 10 millièmes sur l'épaisseur, sur le diamètre et même chose sur l'épaisseur. Donc, vous comprendrez que un diamètre qu'on s'attend qu'il soit comme ça, si on met les tolérances dimensionnelles qui les désavantages le plus, on peut avoir un grand diamètre. On sait que si on divise par un grand diamètre, la pression de travail va diminuer. Si la paroi est plus mince, ben la pression de travail va diminuer aussi. Donc, il faut prendre les caractéristiques au pire des cas. Le plus grand diamètre, la plus petite paroi possible, selon les specs de fabrication. Puis ça va nous donner l'assurance d'avoir la pression de travail adéquate. Ça, c'est la théorie. Mais si vous faites une conception puis vous devez choisir des épaisseurs de tubes, mieux vaut se fier aux spécifications des spécialistes. Comme par exemple la compagnie Swagelok. C'est une compagnie qui est spécialisée en fourniture de matériaux, de valves, tout ça, et de tubes pour l'air comprimé, toutes sortes de gaz. Mais eux, ils expliquent c'est quoi leurs spécifications. Comme par exemple pour les tubes fractionnaires au carbone, bon, ils nous disent c'est quoi leur pression de limite ultime, selon quelle norme. Puis ils disent, si tu utilises telle autre norme, ben, multiplie par le facteur S de 0,85. Fait qu'ils vont vous dire, par exemple, un tuyau de 3,8 avec telle épaisseur va vous donner une pression de service de temps. Ils disent ici, quand c'est pour une application pour le gaz, ben, c'est pas bien d'utiliser ce qui est dans ombragé. Comme par exemple, si vous aviez une pression de service de 2600, ou de 2500 par exemple, puis vous voulez prendre un tuyau de 5,8, bien, normalement, ça passerait avec un 49 millième d'épaisseur de tube. Mais là, vu que c'est une zone grise, pour le gaz, ce n'est pas conseillé, donc mieux vaut prendre une paroi plus épaisse, donc 65 millièmes au lieu de 49, juste pour éviter la zone grise. Puis, il y a des différences si c'est un acier au carbone, si c'est un acier stainless, il y en a pour le cuivre, il y en a en inox sans soudure. Donc, vous voyez déjà tous les paramètres qui sont utilisés pour trouver ces chiffres-là ici. Mais ces chiffres-là vont ressembler beaucoup à ce qu'on peut calculer de façon théorique. Puis, à la toute fin du document, on voit ici qu'il y a des facteurs de sécurité à mettre selon la température d'utilisation. Donc, si on a une température, par exemple, à 315, il faut selon l'alliage qu'on utilise, il faut pondérer avec le facteur de sécurité comme ça. Donc, il existe des chartes vraiment sérieuses faites par les fabricants pour vraiment tomber pour avoir une sélection vraiment adéquate de nos équipements. La documentation qui vient d'être présentée concernait la tuyauterie. Mais il faut faire le même exercice pour tous les équipements qui se trouvent en aval du compresseur, après le compresseur. Donc, il faut faire ça pour la tuyauterie ici, il faut faire ça pour les raccords, il faut faire ça pour la tuyauterie là, puis partout dans la distribution, et aussi le réservoir. Le réservoir, c'est assez facile parce que quand vous avez déterminé votre pression de service puis vous choisissez vos dimensions, bien, vous êtes capable avec le fournisseur de spécifier la pression de service. Fait que le réservoir va être livré avec son certificat homologuant la pression de service de conception. Fait que c'est assez facile pour cette partie-là. Vu que le compresseur, lui, vous savez qu'il rentre des molécules là-dedans, le but, c'est de compresser l'air, justement. Donc, c'est sûr que le système va venir sous pression. Puis si, par exemple, on dit, même si la pression de service est de 1000 PSI, on peut dire que nous, on veut que le compresseur arrête, par exemple, à 900 PSI. Ça peut être ça, mettons. Ça peut être même plus bas que ça peut être 100 PSI. Mais mettons qu'on dit 1000 PSI, 900 PSI pour l'exercice ici.
Mais si le compresseur arrête à 900 PSI, tout va bien. Mais si par contre, si on a tout spécifié pour une pression de service de 1000 PSI, par exemple, mais si le compresseur est censé arrêter à 900 PSI puis il n'arrête pas, il y a un problème, son contact de fin de compression n'est pas activé par l'atteinte de sa limite, sa consigne, bien, ça se peut que la pression dans le réservoir dépasse le 900 PSI, puis il continue, puis il dépasse le 1000 PSI, puis là, ça devient problématique. C'est pour éviter des surpressions dans le réservoir puis dans le réseau qu'on met, on met une soupape de sûreté ici, une safety valve, une soupape de sûreté. La soupape, elle, il faut qu'elle ouvre à une certaine pression. Fait que si on dit que la pression d'ouverture de la soupape doit être au maximum la pression de service plus 3%. Donc, la pression de service fois 1,03, donc, donne la pression maximum d'ouverture. Par exemple, si on veut un réservoir le protéger à 1000 PSI de pression de service, bien, on fait fois 0,103. Donc, la pression d'ouverture de la soupape devrait être de 1030 maximum. Donc, mettons, la pression d'ouverture serait à 1030 PSI. Ça veut dire que même si le compresseur n'arrête pas, mais l'air qui va se ramasser ici va sortir par la soupape ici, va ouvrir seulement à 1030, puis il n'y aura pas d'accumulation de pression. Mais ça, c'est important quand on choisit la soupape de sûreté, d'avoir le bon débit. Si, par exemple, le compresseur rentre, je dis, mettons, 50 CFM, puis la soupape est capable d'en sortir juste 20 CFM, bien, même si la soupape est ouverte, il va y avoir une accumulation de pression parce qu'il va rentrer plus d'air dans le compresseur que la soupape peut sortir. Donc, il faut s'assurer que le débit d'ouverture ou la plage d'ouverture de la valve soit capable de prendre entièrement ce que le compresseur est capable de fournir en air. Mais ça va faire, la sélection de la soupape va faire partie d'une autre vidéo. Ben, j'espère que c'est clair.